Bonjour Mathieu Lefebvre, Bonjour. merci d'être avec nous. À peine la première haie du projet de loi de finances de la sécurité sociale franchie, voilà un nouvel obstacle, le PLF, le budget de l'État, et de l'aveu même de Sébastien Lecornu, ce sera plus dur. Ça ne passera pas cette fois ? En tout cas, il faut tout faire pour que ça puisse passer, parce qu'une France sans budget, ce n'est pas pareil qu'une France avec un budget. Moi, je le vois dans le domaine de la transition écologique. S'il n'y a pas de budget, demain, il n'y a par exemple pas d'argent pour financer la rénovation des écoles. Il n'y a pas d'argent pour financer la rénovation des réseaux de chaleur dans le pays. C'est donc tout sauf neutre. Il ne s'agit pas de culpabiliser ou de moraliser, mais de dire ce qu'est une France sans budget et ce qu'est une France avec un budget. Il va falloir faire des concessions tous azimuts, comme vous l'avez fait pour le PLFSS ? En tout état de cause, la porte du gouvernement est ouverte pour faciliter le compromis entre l'Assemblée et le Sénat. Il n'y a pas de sujet qui soit tabou. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on respecte les équilibres budgétaires tels qu'ils ont été définis par le Premier ministre. Et donc, en face de chaque plus, il puisse y avoir un moins. Avec quel objet politique porteur cette fois ? On sait qu'il y a eu la réforme des retraites, qui a été un objet de négociation pendant le PLFSS. Quel objet politique maintenant ? Vous savez, c'est le budget que feront les parlementaires et qu'ils sont en train de faire. Et donc, ce sont les parlementaires qui sont en train de définir leurs objets politiques grâce à la méthode extrêmement innovante et courageuse lancée par le Premier ministre, c'est-à-dire pas de 49.3. Et donc, le gouvernement est un facilitateur de compromis dès qu'il peut le faire. Et notre porte est ouverte pour y parvenir. Est-ce que vous continuez de dire mieux vaut un budget mauvais que pas de budget du tout ? Une France sans budget, c'est une France qui n'investit plus et c'est une France dont les déficits croissent. Ça veut donc dire que c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Parce que si on a plus de déficits et qu'on n'investit pas, c'est qu'on dépense pour de mauvaises raisons. Et regardez, par exemple, une France sans budget en matière de sécurité, ça veut dire qu'on ne recrute pas les policiers, les gendarmes, les greffiers, les personnels du ministère de la Justice pour lutter contre le narcotrafic. Ça veut dire qu'en matière de défense, on n'a pas l'argent nécessaire pour nous réarmer, alors que l'Assemblée nationale vient cette semaine de dire à quel point cet effort de réarmement était indispensable dans le contexte international que nous connaissons. C'est donc tout sauf neutre, une France sans budget. Est-ce que ce PLF, ce budget de l'État, sera aussi l'occasion de se rattraper d'une certaine manière d'un point de vue des déficits et de faire enfin des économies ? Dans la loi de financement, les déficits sont en diminution. Il y a plus d'économies pour dans l'instant. cette loi. Oui, tout à fait. Il y a plus d'économies dans cette loi de financement que dans les 3 dernières. Et donc, par conséquent, une France sans loi de financement, ça aurait été là encore une France avec un peu plus de déficits sociaux et on aurait fragilisé notre modèle de sécurité sociale. Et donc, moi, je veux féliciter, saluer le travail des parlementaires de bonne volonté qui soit se sont abstenus, soit ont voté en faveur de ce texte. Les prochaines étapes, c'est la CMP, la commission mixte paritaire, le 19 décembre. Conclusive ou pas, on ne sait pas. En tous les cas, peu de chances qu'elle passe en séance. Ça veut dire potentielle loi spéciale fin décembre et rebelote en janvier, de nouveaux débats budgétaires. Non, mais moi, je ne me place pas dans cette perspective parce que je pense qu'on peut y arriver et on doit tout faire pour y arriver. Et le rôle du gouvernement... Certains de vos collègues se placent dans cette perspective. Oui, mais le rôle du gouvernement, c'est de tout faire pour y arriver, pour faciliter le compromis. En commission mixte, le gouvernement n'est pas présent, c'est entre les deux chambres. Et donc, c'est au Parlement de se décider. Mais nous, notre rôle, c'est de mettre du liant, de dire ce qu'il est possible ou pas possible de faire, mais pas de donner des ordres ou des consignes aux parlementaires. Vous n'avez pas la sensation que c'est un jour sans fin et que les Français n'en peuvent plus d'entendre parler de budget ? Je pense que les Français ont envie que la France se dote d'un budget et se dote des armes nécessaires pour faire face aux défis qui vont venir en 2026 et qui sont très nombreux. La transition écologique, le réarmement du pays au plan national et international. Et donc, je crois qu'il faut un budget qui ne sera pas le budget d'un parti politique, qui ne sera pas le budget du Premier ministre ou d'un camp, mais un budget qui permettra à chacun de ne pas se renier, mais d'offrir au pays les perspectives dont il a besoin. Mathieu Lefebvre, vous avez construit votre trajectoire politique sur la maîtrise de la dépense publique. Est-ce que, en ce moment, vous avalez quelques couleuvres par rapport à toutes les concessions ? Vous savez, encore une fois, s'il n'y a pas de budget, de la sécurité sociale, il y a plus de déficits. Oui, mais est-ce que ça vous fait mal quand même ? Fonctionnement. Est-ce que ça vous fait mal de renier ces convictions ? Mais je ne renie pas ces convictions parce que c'est précisément la responsabilité budgétaire que de donner un budget au pays. Et encore une fois, sans budget, on a plus de dépenses de fonctionnement, moins de dépenses d'investissement et plus de déficits. C'est donc le contraire de ce qu'il faut faire en matière de finances publiques. Donc on doit tout faire pour se doter d'un budget. On a vu que le fonds vert devrait baisser, c'est-à-dire les moyens des collectivités pour réussir une transition écologique. Ça veut dire que le budget de l'écologie va baisser, qu'on sacrifie ce budget-là ? Non, le budget de l'écologie n'est pas du tout sacrifié, il est en stabilité dans un contexte de réduction des dépenses publiques. Monique Barbu s'est battue pour cela. Et le fonds vert auquel vous faites référence, c'est un outil qui a été créé par Elisabeth Borne et Emmanuel Macron en 2022, qui n'existait pas auparavant, qui est très utile pour les collectivités et qui est maintenu à un niveau qui permettra de satisfaire l'ensemble des projets qui seront adressés. Je voudrais qu'on remonte le temps ensemble et qu'on se projette en 2015, il y a 10 ans, c'était les accords de Paris. Vous vous souvenez de ce jour ? Oui, bien sûr. Le fameux coup de marteau de Laurent Fabius. Tout à fait. Quel bilan ?
Il y a 10 ans, on n'entendait pas parler d'industrie verte, on n'entendait pas parler de décarbonation. Il y avait 1% des véhicules électriques seulement qui étaient vendus. L'éolien coûtait 3 fois plus cher. Et on se dirigeait vers une trajectoire climatique à plus 4, plus 5 degrés de réchauffement. Grâce à l'accord de Paris, grâce au volontarisme de la France, on est aujourd'hui à plus 1, plus 2 degrés, plus 3 degrés. C'est encore beaucoup trop. Les émissions dans le monde sont encore en augmentation. Mais c'est la preuve que s'il y a du volontarisme politique, on peut arriver à des résultats. Ce sont des milliers de vies qui ont été sauvés grâce à l'accord de Paris. Il faut poursuivre ce travail. Alors pourquoi avoir célébré son anniversaire hier un peu en catimini au ministère, de table ronde? Alors c'est pas en catimini, d'abord parce que le Premier ministre est venu. Il a expliqué que s'il fallait penser global, il faut aussi agir local pour que la transition écologique soit au plus près de nos compatriotes. Le président de la République s'est exprimé sur son bilan en matière écologique dans une tribune dans laquelle il rappelle que sous son quinquennat, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 20% contre 30% depuis 1990. Donc pas de catimini et au contraire, vous savez, Laurent Fabius a dit une chose très importante hier. Il a dit le commémorer cet accord, c'est l'appliquer. Voilà. Donc la France et l'Union européenne l'appliquent. Pourtant, on n'est pas très bons élèves. Nous, la France, en termes de réduction des gaz à effet de serre ces derniers mois, c'est une ancienne ministre, Agnès Pannier-Runacher, qui le dit. Il y a encore beaucoup de travail. Oui, il y a du travail, mais on est malgré tout en réduction des gaz à effet de serre ces derniers mois. Et encore une fois, mais on doit les diviser par 2 d'ici 2030. C'est la raison pour laquelle Monique Barbu, hier, a présenté la stratégie nationale bas carbone du pays, qui permettra de nous décarboner, avec une conviction très forte, c'est qu'on ne doit surtout pas opposer écologie et économie. Le produit intérieur brut croît, la décarbonation, elle aussi. C'est la preuve qu'on peut se décarboner en étant plus souverain et en créant des industries dans notre pays. Une usine sur 3 qui ouvre dans notre pays est une usine verte. Et donc, il faut poursuivre ce travail de réindustrialisation engagé par le président de la République. La PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, on ne l'a toujours pas, on l'attend. Pourquoi ça traîne autant? C'est-à-dire notre trajectoire jusqu'à 2035. Le Premier ministre s'est engagé à consulter l'ensemble des forces politiques. Il a une méthode qui est celle de la concertation au service des grands enjeux du pays. Il me semble que c'est la bonne. Là, c'est repoussé depuis 2023. Mais je le dis, oui, le Premier ministre est là depuis 2025. Mais je le dis aussi à toutes les forces politiques qui voudraient, par exemple, abandonner totalement le renouvelable. Si on a un mix énergétique, comme on dit, entre nucléaire et renouvelable qui devient déséquilibré, demain, on va devenir plus dépendant encore des gaz russes, notamment. Et donc, c'est une forme de patriotisme très étrange, notamment de la part de l'extrême droite, que de vouloir revenir sur ce mix énergétique pour dépendre encore plus du gaz russe. Notre souveraineté passe par une programmation pluriannuelle de l'énergie équilibrée, avec à la fois du renouvelable et du nucléaire. Dernière thématique, Mathieu Lefebvre, le parc de Marineland, qui est un parc fantôme depuis presque 1 an maintenant. Vous faites une annonce pour la situation de ces 2 orques qui restent dans le parc, de ces 12 dauphins. Quelle est-elle, cette annonce ? Je ne les transférerai pas, le gouvernement refusera de les transférer en Espagne pour une raison simple, c'est qu'on a une boussole, le bien-être animal et le respect de la loi qu'a voté le législateur en 2021 qui interdit les spectacles pour ces cétacés. Et donc par conséquent, nous avons trouvé 2 solutions, l'une pour les orques au Canada, qui est validée par les ONG. Dans un sanctuaire ? Dans un sanctuaire au Canada, et l'autre aux Eaux de Beauval, avec le projet courageux qui est porté par son directeur ça pour les Ça dauphins. fait un peu bondir, le zoo de Beauval. On a l'impression que c'est une fausse bonne solution. À date, il n'y a pas d'alternative suffisante ou nécessaire. Il n'y a pas de sanctuaire pour les dauphins. Et ce projet présente toutes les garanties requises en matière d'éthique, de durabilité, de bien-être animal. La seule boussole du gouvernement dans ce dossier, c'est le bien-être animal, le respect de la loi de 2021 et j'ajoute également le suivi de la situation sociale parce qu'il y a de nombreux employés sur le site de Marineland aujourd'hui. Est-ce qu'à travers Marineland, c'est aussi notre rapport à l'animal qui est à questionner ? Oui, notre rapport à l'animal et notre rapport au vivant. Cette loi prouve que nous sommes exemplaires en la matière. Il faut poursuivre en ce sens et bien penser qu'il y a une continuité dans le vivant. Avoir une approche totalement verticale, une approche considérant que l'homme doit écraser la nature, c'est une approche qui n'est pas compatible avec les grands enjeux de ce siècle. Merci infiniment, Mathieu Lefebvre. Merci. Merci à tous les deux et merci à Johan Robert pour la traduction en langue des signes.